qui se nomme c'est quoi ma place de PO dans ce framework d'agilité à l'échelle. Cette conférence, en fait, je l'ai imaginée parce que j'accompagne depuis de nombreuses années en fait des gens dans l'agilité et j'ai vu des PO se perdre petit à petit dans les différents frameworks d'agilité à l'échelle qui sont déployés. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit feedback en fait de qu'est-ce que c'est qu'en fait la place d'un PO dans l'agilité à l'échelle. Avant ça, je vais essayer de me présenter. Je m'appelle Maxime Bonnet, je suis coach agile pour la société CGI, c'est dur à dire ça. Je travaille depuis de nombreuses années dans le contexte SNCF Transilien. J'accompagne majoritairement des équipes et des programmes, et au fil des années, en fait, on s'est mis à accompagner de plus en plus de gens qui se mettaient, enfin des projets qui se mettaient en groupe les uns après les autres, et donc à se mettre à faire de l'agilité à l'échelle. Donc on a grandi avec eux. Dans les autres casquettes que j'ai, Management 3.0 et Serious Gaming, je suis quelqu'un qui est extrêmement joueur. J'adore jouer et j'adore faire les Agile Game France, par exemple. Merci aux sponsors qui sponsorisent l'événement et qui nous permettent de profiter déjà de cet environnement qui est quand même assez super pour faire des conférences et puis qui nous permettent aussi de venir discuter avec vous d'agilité. Merci beaucoup à eux. Alors, il faut se lancer hein, à un moment donné. Quand on ne sait pas comment se lancer, on va se lancer le plus vite possible par déjà une définition du rôle du PO. Puisque dans mon titre, j'avais mis PO, je me suis dit, il faut au moins que j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est que le rôle qui est attendu d'un PO. Un PO, je ne me suis pas embêté, hein, j'ai pris le Scrum Guide en version française, je ne l'ai même pas traduit. Ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est la manière dont il gère le besoin, le PO. Et en gros, il expliquait que le PO, c'est lui qui va devoir gérer le product backlog, le fameux product backlog. Il va émettre des choses dedans, des PBI, et puis il va s'assurer que ces PBI sont bien compris par l'équipe. Donc ces PBI, souvent, c'est ce qu'on appelle des user stories, puisqu'on a emprunté à Extreme Programming la notion de user story. Et il y a un élément qui est très important, c'est que le product owner, ce qu'il va faire, c'est que généralement, il va devenir responsable du planning. Puisque ce fameux planning qui nous emmerde des temps en cycle en V, c'est devenu la responsabilité du PO dans l'ordonnancement du backlog. Je décide dans quel ordre je vais mettre les choses. Et cette notion de choix, elle est faite via la sacro-sainte valeur business. Bon, la valeur business, c'est un truc un peu compliqué parce que à chaque fois qu'on essaie de l'expliquer, ça varie. Alors, on a tous les clients qui nous disent « Oui, mais chez moi, la valeur, c'est pas la même que chez les autres, etc. » Il n'y a pas de valorisation. Mais en tout cas, on estime, on espère que quand il fait cette priorisation, il en a conscience en fait de la valeur qu'apporte ce qu'il est en train de demander aux utilisateurs, aux clients. Utilisateur, client, c'est pas exactement la même chose. Alors après, le rôle du PO, il peut être assez varié, hein, puisqu'on peut être un PO pour un logiciel qu'on va fournir en fait à l'extérieur, un éditeur logiciel par exemple. Dans le cas des équipes que j'accompagne actuellement, le PO, c'est plutôt quelqu'un qui fournit des logiciels internes. Voilà. Moi, je travaille avec des gens qui fournissent des logiciels internes à la SNCF. Donc, ce ne sont pas des clients, ce sont des utilisateurs. Et il va s'assurer aussi de la visibilité. Ça, c'est important en fait, de se dire que mon product backlog, il n'est pas juste pour moi. Je vais m'assurer que globalement, mon product backlog, il va être en capacité d'être compris par tout le monde et que les gens puissent possiblement me challenger et qu'on puisse avoir une discussion en fait sur qu'est-ce que c'est que cette vision du produit que je vais porter. Et il y a une phrase très importante dans le Scrum Guide que j'ai été piocher, qui est celle-ci. Afin que le product owner réussisse dans sa démarche, tous les intervenants de l'entreprise doivent respecter ses décisions. Tous les intervenants de l'entreprise doivent respecter la décision du product owner. Déjà, là, ça doit vous faire tiquer un petit peu. Vous devez, alors je vois des gens comme ça, je vois pas grand-chose, mais je vois des gens quand même. Ouais, déjà, on a des product owners en face de nous, on est sur un projet, on ne parle même pas d'échelle. Et déjà, leurs décisions sont remises en cause par le manager, le N+1, par le service marketing, par le product owner d'à côté. Donc déjà, cette phrase-là, c'est compliqué. Alors dans mon titre, j'ai aussi parlé d'agilité à l'échelle. Alors, j'ai pas parlé de safe pour le moment. Juste parlé d'agilité à l'échelle. Je sais que safe, c'est un gros mot, et pourtant je vais le prononcer. Je l'ai déjà prononcé 2 fois.
L'agilité à l'échelle, c'est quoi le but? Le but, c'est de se dire, j'ai un logiciel, j'ai un service, j'ai un besoin, j'ai une chaîne de valeur, et j'ai besoin de mettre en route plusieurs équipes qui vont être en capacité de délivrer quelque chose pour cette chaîne de valeur. En Scrum, il y a une limite, 7 plus ou moins 2. Donc on est à 9 personnes maximum pour une Scrum Team. Donc ça veut dire que si j'ai besoin de faire quelque chose de très complexe, globalement, il va très certainement falloir que je mette plusieurs équipes côte à côte. Et toute la question de l'agilité à l'échelle, c'est comment je fais pour que tous ces gens-là qui travaillent sur des équipes séparées soient en capacité de se parler, de se synchroniser pour livrer un seul truc. C'est ça l'agilité à l'échelle. Donc on va synchroniser les acteurs. Et puis surtout, on va commencer à réfléchir vision de l'entreprise. Parce que c'est bien gentil, j'ai mes utilisateurs directs que je contacte, je fais des feedbacks par rapport à ce qu'ils me disent, je crée des US, etc. Mais l'entreprise pour laquelle je travaille, elle a une vision. Et cette vision, je dois aussi la respecter. Je dois faire des US qui vont correspondre à ce qu'elle veut. Je dois faire des développements qui correspondent à la vision. Donc là, on voit déjà, le passage à l'échelle, ça permet normalement d'aligner cette vision avec ce que je suis vraiment en train de faire. Et puis, alors, la dernière phrase, elle est de moi. Moi, je pense sincèrement que l'agilité, c'est quelque chose de bien pour l'entreprise, mais c'est bien pour les humains qui sont dans l'entreprise. Ça permet de donner du sens au travail et surtout de travailler de manière un petit peu moins bête, un petit peu plus humaine. J'ai l'espoir naïf que ce passage à l'échelle, il va permettre de diffuser en fait ça à plus large niveau. Alors vous allez voir, c'est extrêmement naïf, parce que globalement, dans les accompagnements qu'on fait, on se rend compte que la perversion arrive quand même assez vite. Et les outils d'agilité à l'échelle sont des fois de bons moyens de pervertir l'agilité. Et on va en parler justement, puisqu'on va parler de ces différents frameworks. Et on va se jeter dedans directement avec le plus gros, Safe. Il y a des gens qui ne connaissent pas Safe ici? On va aller vite quand même, je vais le présenter. Donc Scala Agile Framework, c'est un framework qui existe depuis très très longtemps. C'est le framework numéro 1 de déploiement de l'agilité. Vous rencontrez un DSI actuellement, généralement, il a déjà en tête de vous faire déployer Safe. C'est voilà, 90%, 95% du temps, c'est déjà présent dans sa tête. Et d'ailleurs, on ne déploie plus de l'agilité, on déploie du Safe. Quand c'est pas du Spotty Safe d'ailleurs. Parce qu'on commence à faire des mélanges avec des trucs qui ne marchent pas, on les mélange entre eux en espérant que ça va marcher mieux. C'est pas terrible. Alors vous allez vite comprendre que je ne suis pas du tout pro Safe. Je le déploie, enfin j'en déploie des bouts. Je ne suis pas un grand fan de Safe. C'est inspiré d'Agile Lean et surtout c'est un modèle en couche. Je vais juste vous montrer le fameux diagramme qui fait peur. Mais surtout ce qu'il faut comprendre c'est que Safe, et les gens qui l'ont développé le disent, il faut appliquer tout Safe pour que ça marche. Alors il y a plein de configurations. Mais si vous voulez faire du safe, il faut le faire comme c'est dit. Et d'ailleurs, vous devez envoyer toutes les personnes qui font partie des trains safe et des portfolios safe en formation. C'est bien, ça vend des formations, c'est cool. Alors généralement, le diagramme qui plaît beaucoup aux DSI ou aux managers et qui plaît pas du tout au reste du monde, c'est celui-là, celui qui fait peur. Vous l'avez déjà vu celui-là? Alors, j'ai été méchant, je vous ai pris le plus gros. Normalement, on peut enlever le truc du milieu, le large solution. J'ai pris le plus gros. Il y a encore plus de trucs, c'est encore plus rigolo. Ça, on a l'impression que c'est super normé, c'est vachement bien. Donc on a plein de managers qui disent « Oh, c'est génial, c'est tout prévu. » Puis quand vous cliquez sur les petites cases, c'est expliqué exactement ce que les gens doivent faire. Super. Il y a tous les rôles. Donc effectivement, on a une organisation en couches. On voit, tout en haut, on a les couches de l'entreprise. Et puis petit à petit, en fait, on va rentrer dans les chaînes de valeur, et puis dans ce qu'on appelle les trains, donc les regroupements d'équipes. Et ces regroupements d'équipes, on va arriver jusqu'aux équipes elles-mêmes en bas. Donc on a vraiment une notion de couches, et chacune de ces couches va travailler sur une granularité et une temporalité différentes. En haut, on va travailler sur des objectifs très haut niveau, et ces objectifs très haut niveau, en fait, ils vont être très très loin dans le temps, généralement. 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur les systèmes de portfolio, nous, on est sur 4 ans, par exemple, actuellement. Et puis, au fur et à mesure où on va descendre, on va arriver sur les trains, par exemple. Les features que vous voyez en bas, là, ces features, elles sont sur des temporalités de 3 mois. Donc, elles sont un petit peu plus précises. Et puis ensuite, on va rentrer dans des US.
Donc globalement, on a plein de nouveaux acteurs pour gérer tous ces niveaux en fait. Et tous ces acteurs-là, eh ben, il va falloir déjà les instancier et puis après les synchroniser. Le besoin en safe, il circule comme ça. Alors je vous ai mis 2 flèches, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas exactement les deux mêmes. Le premier, les besoins, ils descendent jusqu'au projet. Et ils descendent d'où? De la vision de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise va diriger les besoins qui vont arriver dans les projets. Vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, mes utilisateurs sur le terrain là, qui n'arrivent pas trop avec l'application et qui ont besoin de faire des changements, ils font quoi? C'est la petite flèche qui remonte. Alors je l'ai mis en pointillé parce que ça marche pas bien en safe. C'est ça le problème, c'est que généralement, quand vous êtes en bas et que vous voulez refaire monter des trucs, il faut remonter les couches, et en safe, remonter une couche, c'est aller voir quelqu'un qui, généralement, n'est pas prêt à vous écouter. C'est compliqué pour lui, parce qu'il a déjà tout prévu, donc globalement, il faut le remettre à jour, tu comprends Maxime, c'est compliqué. On en reparlera, ouais, plus tard, vas-y, oui. Ou alors, non, c'est pas aligné avec les valeurs de l'entreprise. Ah, merde, on peut pas faire changer les valeurs d'entreprise, parce que là, nos utilisateurs, ils galèrent quand même. Donc ça c'est le problème majeur de Safe. Et je me suis permis quand même, la petite carte où vous êtes ici, le PO, je ne sais pas si vous l'avez cherché depuis tout à l'heure, puisqu'on parle quand même du PO aujourd'hui. Il est tout en bas, là, tout seul. Enfin, il a sa petite équipe. Mais en gros, il a tous ces gens là au-dessus qui ont travaillé le besoin avant lui. Donc le problème de Safe, c'est la hiérarchie. En fait, Safe est extrêmement hiérarchique. C'est une organisation en couches et chacune des couches va délivrer à la couche suivante. Et je ne sais pas si ça vous rappelle un truc, ça s'appelait le cycle en V. Où il y avait des gens qui délivraient à d'autres gens des trucs qui étaient de plus en plus affinés. Mal fait, Safe, ça y ressemble beaucoup, mais beaucoup. On va étudier des besoins très long terme pendant 1 an, puis 3 mois, puis machin. Voilà. Donc Safe, et puis il faut que chaque US que vous faites, elle soit rattachée à une feature qui elle-même est rattachée à une épique, qui elle-même est rattachée au portfolio de l'entreprise, parce que tu comprends Maxime, au niveau des budgets, on ne peut pas développer une US si elle n'a pas de budget correspondant. Donc il faut aller négocier du budget. Dans Safe, il y a la notion budgétaire qui vient s'ajouter. Un vrai bonheur. L'agilité et le budget, c'est déjà un beau sujet en soi, mais l'agilité et le budget dans Safe, c'est un sujet intéressant. Donc, le PO, il se retrouve souvent aux ordres des couches supérieures dans Safe. C'est le problème. Less. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Less? Plus déjà. Ça se voit effectivement que Safe est bien marketé. Less, c'est un framework qui est beaucoup plus léger à mettre en œuvre. Je vous ai mis le petit dessin, déjà il est plus joli, je trouve. Ils les ont refait en plus. L'idée, elle est la suivante. Quand vous faites du safe, vous livrez tous les 3 mois. Le PI, c'est à peu près 3 mois. En Less, vous livrez des versions intégrées toutes les itérations. Tous les mois. Tous les mois, vous allez livrer quelque chose, un incrément. Et pour ça, en fait, vous allez utiliser 2 synchronisations. La première, c'est vous allez mettre toutes vos équipes les unes à côté des autres, et vous avez vu, il y a pas mal de flèches de coordination qui ont lieu, en fait, entre toutes ces équipes, donc elles vont se synchroniser à bas niveau sur le besoin, en disant, nous on travaille sur des trucs un peu similaires, la notion de Scrum, elle est appliquée dans Less, par exemple. On va se synchroniser à bas niveau sur ce qu'on a à faire. Et si vous regardez bien, certaines des choses, là, le sprint planning par exemple, et la rétrospective, elles sont faites en groupe. Vous voyez? Le sprint planning, on fait déjà un sprint planning avec 4 équipes, et puis ensuite, chacune des équipes va faire le sien. Donc il y a cette notion de cérémonie commune, puis de cérémonie de chacune des équipes. Donc ça déjà c'est intéressant, on se rend compte que c'est un framework où on a vraiment des synchronisations fortes avec des cérémonies communes. Ce qui n'existe pas trop en Safe. C'est-à-dire qu'en Safe, à part le PI planning, vos équipes elles vivent chacune de son côté. Elles n'ont pas obligatoirement de synchronisation. Alors il y a le Scrum of Scrum et le PO of PO, mais souvent on les oublie assez vite parce que, tu comprends Maxime, les projets travaillent sur des choses différentes, c'est pas prêt, etc. Là, vous devez le faire. Vous avez plein de nouveaux acteurs aussi, ces acteurs-là que vous connaissez peut-être pas, ce qu'on appelle les APO. Alors, vous connaissez les PPO? Il y a une conférence sur les proxy PO.
En fait, ici, on voit apparaître autre chose qui s'appelle un APO, un ARA Product Owner. L'idée, c'est de se dire, moi, en tant que product owner d'un système complexe, je ne vais pas pouvoir le gérer tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc, je vais manager un backlog de trucs que j'ai à faire, en fait, sur mon gros système complexe, et je vais nommer des gens qu'on va appeler des ARA Product Owners, des APO. Et en fait, je vais leur déléguer l'intégralité de ma responsabilité de PO, mais sur une aire fonctionnelle plus petite. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais distribuer les user stories. Cette user story, elle est pour cette APO, celle-là, elle est pour cette APO, celle-là, elle est pour cette APO. Donc en fait, alors, ils ont chacun un backlog, des ARA backlog. Ces ARA backlog, en fait, sont remplis d'user stories qui sont elles-mêmes dans le backlog principal et qui sont distribuées. Et donc chaque APO va, lui, nourrir plusieurs équipes. Là, c'est jusqu'à 4. Alors là encore, je vous ai pris le gros système, hein, il y a des systèmes plus petits. Et on va livrer régulièrement. Et donc le PO, là, il est... alors le besoin, il va traverser cette fois-ci, il va arriver directement auprès des équipes. Et le PO, ben, on le voit assez bien, il est là. Il y en a un dans le système. Si vous voulez mettre en œuvre de l'agilité à l'échelle sur un programme, par exemple, c'est pas la peine de faire du safe. Ça marche très bien. C'est très rapide à mettre en œuvre. On ne change pas grand-chose par rapport à Scrum. Alors, les problèmes sont souvent des problèmes de synchronisation, vous l'avez assez vite compris, parce que quand on délègue à des APO, ben après, il va falloir synchroniser ces APO entre eux. Et puis, les synchronisations inter-équipes, elles peuvent aussi être assez compliquées. Il y a une grosse différence avec le proxy PO. Hein. Le proxy PO, c'est la délégation partielle. C'est-à-dire, je vais donner des bouts de mon travail à un PO, à un proxy PO, pardon. Les ARA Product Owners, eux, sont vraiment responsables du backlog, de sa priorisation sur cet ARA et de la manière dont il va interagir avec l'équipe. Le PO, lui, il va synchroniser en fait ces différents ARA Product Owners. Le problème, bien sûr, c'est les problèmes de synchro. Je vais vous présenter 4 frameworks avant qu'on discute un petit peu plus en amont. Le suivant, c'est Nexus. Alors, les 2 premiers sont des frameworks qu'on croise régulièrement. Alors, Safe, le plus souvent. Less, on en voit des implémentations très régulièrement dans les programmes, parce que des coachs comme moi le préconisent, parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Typiquement, moi j'ai 2 programmes qui sont en Less. Et ces 2 programmes sont eux-mêmes dans des trains Safe. C'est possible. On y arrive. Nexus, franchement, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Donc je vais pas on va rester très théorique. Moi j'ai lu dessus, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Nexus, en fait, l'idée, c'est les gens du Scrum Guide, ils se sont dit on va essayer de faire une implémentation du Scrum at Scale. Donc, enfin, de l'agilité à l'échelle, pardon. Et ils ont créé Nexus, donc il y a un Nexus Guide qui existe, vous pourrez le lire. Et l'idée, c'est de se dire on va essayer de faire une espèce de framework hyper light qui est basé sur Scrum et qui est juste une extension de Scrum. Et en gros, on va se baser sur des équipes de développement de 3 à 9, en gros. Donc j'ai 3 à 9 équipes de développement qui se retrouvent dans le gros rond là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les nourrir avec un seul backlog. Et pour ça, je vais avoir un seul PO. Et ce PO, on va s'arranger pour que les équipes elles aient des cérémonies communes où elles se découpent les choses entre elles et qu'elles se les répartissent. Et en gros, qu'elles se les gèrent. Donc en fait, l'organisation, elle est là. On a des équipes autogérées qui vont s'organiser les unes les autres pour se répartir le travail que demande le PO. Et on a une nouvelle équipe, on a des nouveaux acteurs, cette fameuse Nexus Integration Team. Et en fait, c'est une équipe un petit peu méta qui va travailler à faire en sorte que le Nexus fonctionne. Et on a un PO, un Scrum Master et des équipiers, sachant que, en fait, généralement, ils sont issus des autres équipes et ils assument ce rôle de temps en temps. Pas tout le temps obligatoirement. Et donc leur rôle, c'est vraiment de se dire, est-ce que les cérémonies Nexus, elles ont bien lieu? Est-ce que le backlog Nexus, il est rempli? Est-ce que je suis bien en train de faire des rétrospectives qui font avancer les choses, etc., etc. Tout ce que fait une équipe Scrum classique, en fait, mais appliqué au processus lui-même. Le besoin va traverser comme en Scrum, ça ne change pas, et j'ai un seul product owner. Alors, le problème de Nexus, qu'on peut voir arriver assez vite, c'est qu'un product owner pour nourrir 9 équipes, c'est compliqué. Alors, je sais que normalement, un product owner, ça nourrit 2 équipes, 2 pizza teams, etc., etc. Dans les faits, moi, j'ai certaines équipes, elles ont 3 développeurs et elles ont 4 PO.
Parce que tu comprends Maxime, il faut aller faire des études dans tous les sens pour essayer de comprendre c'est quoi le besoin, etc., etc. Donc dans les faits, un product owner, c'est bien, hein, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il va réussir à suivre tout le travail? Alors est-ce que derrière, il n'y a pas une armée de PPO pour réussir à le faire? Peut-être. C'est pas du tout une implémentation qu'on trouve régulièrement, hein, ça pour le coup, moi j'ai jamais vu. Et puis, je vous ai fait un peu dans l'ésotérique. Alors celui-là, c'est vraiment... J'en ai jamais entendu parler avant de préparer cette conf l'année dernière. Je me suis dit, je vais chercher quand même un petit peu, est-ce qu'il y en a un autre qui existe? Et en fait, Jeff Sutherland, il s'est amusé à en faire un. Donc il a fait Scrum at Scale, et il y a un Scrum at Scale Guy qui existe, vous pouvez le voir. Et l'idée là, c'est de se dire, c'est un peu la théorie Scrum est appliquée à l'extrême, c'est que dès que j'ai plus de 5 éléments dans un groupe, eh ben, je sépare ce groupe en deux. Donc dès que j'ai plus de 5 personnes dans une équipe, je crée 2 équipes. Puis dès que j'arrive à 5 équipes, la sixième, pof, ça explose et on refait un autre truc. Et en fait, vous voyez, en milieu de ces équipes, vous avez toujours un rouge et un jaune là. Mais en fait, ce sont des équipes de coordination qui apparaissent. C'est-à-dire que dès que j'ai 5 équipes, enfin dès que j'ai plus d'une équipe, je vais faire apparaître un espèce de bureau de coordination. Et donc vous avez des Scrum of Scrum et des PO of PO. Et puis ensuite vous avez des Chief Scrum of Scrum et des Chief SPO of PO. Et puis ça s'imbrique comme ça, le modèle. Il est fractal. Alors celui-là, il est rigolo. Hein. Pour le coup, on est complètement... donc l'organisation est complètement changée. On a des nouveaux groupes de gens partout. Et ça apparaît à tout moment. Ça peut disparaître aussi. Hein. Et puis les besoins, ils vont traverser en fait. Ils vont partir du Metascrum et du EOE, je me souviens plus ce que c'est déjà. Et puis ensuite, ils vont rayonner dans tous les sous-groupes. Et le product owner, en fait, il est partout. Donc là, pour le coup, ça devient un peu compliqué à suivre. Donc celui-là, je l'ai jamais vu, franchement. Mais on peut vite imaginer que gérer tout ça, ça va pas être simple. Il va y avoir beaucoup de réunions de synchronisation pour s'assurer que tous les gens sont bien raccords. Ma petite conclusion, enfin grosse, c'est en gros, c'est qu'il n'y a aucun framework d'agilité à l'échelle actuelle qui gère vraiment bien la place du PO, en fait. Il y a peut-être Nexus, et encore, on peut se poser des questions sur sa capacité à délivrer pour autant de gens. C'est compliqué, en fait, de trouver un framework d'agilité à l'échelle où la personne qui est la plus proche, en fait, de la connaissance du projet, de ce qu'il est en train de développer, elles sont en capacité de prendre des décisions autonomes. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est que de quoi on a besoin en fait quand on est PO et qu'on fait de l'agilité à l'échelle? On a besoin d'alignement. Alors pourquoi on a besoin d'alignement? Parce que, je l'ai dit, on doit déjà s'aligner sur les valeurs de l'entreprise, sur sa vision, sur qu'est-ce qui fait que ce qu'on est en train de développer, ça a du sens. Moi je travaille pour des gens avec la SNCF actuellement, typiquement on a des choses, faut que les trains ils arrivent à l'heure, qu'ils partent à l'heure par exemple. Ça, ce sont des grosses valeurs qui sont portées par l'entreprise, vous les voyez même dans les médias. Comment ça se traduit en termes d'US quand moi je suis PO sur mon petit logiciel? Ça a des traductions. Hein. On a des user stories qui sont liées à ce genre de choses et qui sont extrêmement précises. Donc, il faut que mon PO il soit aligné par rapport à la vision de l'entreprise, aux valeurs. Et là, on arrive aux chaînes de valeurs. Parce que dans mon entreprise, j'ai plein de chaînes de valeur, et en gros, ce que je suis en train de développer, c'est un tout petit rouage de quelque chose qui est beaucoup plus gros. Donc moi, en tant que PO de ce petit rouage, est-ce que je suis en capacité de comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Un petit exemple qui est intéressant, par exemple, c'est quand vous faites chez Amazon. Chez Amazon, ils ont poussé à l'extrême en ayant des équipes extrêmement indépendantes. Vous avez une équipe qui est responsable d'un bouton, ou d'un tout petit bout de l'écran en fait, de leur site, par exemple. Et ils ont carrément des gens marketing avec eux, etc. Ils sont complètement indépendants. Mais ils vont tous ensemble liés par la vision de l'entreprise. Et par les chaînes de valeur qui sont sous-jacentes à la vente en ligne, par exemple. Il faut aussi que je sois aligné avec mes retours utilisateurs, parce que mon logiciel, s'il est aligné avec la vision de l'entreprise, mais que mes utilisateurs, ils ne l'aiment pas, ils ne l'utiliseront pas. Donc ça m'est arrivé assez récemment, il y a quelques années, avec des gens qui me disaient on a développé un super logiciel, mais s'il n'est pas accepté par les utilisateurs, même si ça correspond à la vision de l'entreprise et que l'entreprise veut le pousser, mais si en gros les utilisateurs ne le veulent pas, il sera rejeté, ce logiciel, et donc on aura perdu tout l'investissement qu'on avait fait.
Donc le retour de mes utilisateurs dépend aussi de l'accessibilité. C'est même la base de l'agilité en fait. Quand on relie un petit peu, on dit nos utilisateurs, c'est les premiers feedbacks qu'on va avoir. Les autres équipes. Je suis PO d'une équipe, il y a d'autres équipes autour de moi, il va falloir que je m'assure que ce que je suis en train de faire, ça casse pas en fait ce qu'ils sont en train de faire dans les chaînes de valeur à côté, ou dans la même chaîne de valeur que moi d'ailleurs. Et puis le dernier alignement qu'on oublie assez souvent, c'est qu'il y a des impératifs de production. Le logiciel que vous avez actuellement, globalement, il a peut-être des anomalies, il a peut-être des patchs applicatifs à faire, il a peut-être des impératifs de déploiement dans le cloud. C'est très à la mode actuellement de mettre des choses dans le cloud. Globalement, il y a aussi cet alignement. Et vous voyez qu'en tant que PO, il va falloir que je respecte tous ces alignements-là. Donc on va rapidement être tiraillé entre plusieurs choses. Ça va être compliqué. Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas vous donner toutes les clés aujourd'hui, parce que globalement, je ne les ai pas non plus, et chaque cas est très indépendant les uns des autres. Mais on va essayer de regarder un petit peu quels sont les critères qui vont faire que, en tant que PO, dans l'agilité à l'échelle, j'ai un peu plus de chances de m'en sortir, pour essayer de réaliser tous ces alignements-là. La première, elle paraît toute bête. Alors, je suis désolé, dans plein de confs, vous allez voir, mais moi, ça m'a vraiment impacté, en fait, cette vidéo. Je vous ai mis le petit lien YouTube. David Marquet. Alors, ceux qui ont vu ma confière, je leur ai déjà fait le pitch, j'en suis désolé. Vous connaissez David Marquet? Ça vous parle ou pas? Il a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle Turn a Ship Around. Et là, la petite vidéo que je vous mets, elle s'appelle Greatness. Elle est en français, elle est sous-titrée, elle est super bien, elle dure 10 minutes. La caractéristique de ce monsieur-là, c'est que c'est pas un agiliste et il fait pas du logiciel. Il est commandant de sous-marins nucléaires américains. Je vois certains qui font. Ce monsieur, dans un milieu extrêmement contraint, dans un sous-marin, avec un équipage de qui on attend de donner des ordres, il a décidé de ne plus donner un seul ordre. Enfin, sauf un. Il dit, j'ai gardé le fait d'appuyer sur le bouton pour envoyer les missiles, parce que là, éthiquement... Mais il dit quelque chose moi, qui m'a vraiment touché, et ça me fait résonner en termes d'agilité, et je me dis, oui, les frameworks d'agilité à l'échelle, ils devraient se baser là-dessus. Il dit, on ne doit pas prendre des décisions aux endroits où on n'a pas la connaissance. On doit donner des intentions et faire confiance au système et aux gens qui sont dans le système pour prendre les bonnes décisions par rapport aux intentions qu'on a données. Et l'agilité à l'échelle, ça devrait être ça. En tant que PO, je ne devrais pas subir en fait, des ordres de gens dessus de moi qui me disent « il faut faire ça ». Ils devraient me donner des intentions. Les pics en safe devraient être une intention. Et pas il faut que tu mettes à jour le moteur d'IGA pour s'assurer que blablabla. Ça n'a pas d'intérêt, c'est pas une intention, ça c'est un ordre. L'intention, c'est j'aimerais bien que mes utilisateurs aient la possibilité d'être déchargés un petit peu psychologiquement du stress en cas de panique sur le réseau, par exemple. Ouais, oui, ça peut être intéressant, c'est une intention. Et puis moi, en tant que PO, je vais travailler là-dessus à mon niveau pour m'assurer. Donc c'est intéressant de se dire que tout système à l'échelle, en fait, à un moment donné, les gens qui doivent prendre les décisions, c'est les gens qui sont aux manettes. Si vous avez fait du lean, c'est un petit peu ça à la base. Dans le lean, par exemple, il y a la notion d'undone, c'est je suis capable à tout niveau d'arrêter la ligne de production, même si je suis ouvrier dessus. Parce que j'ai la connaissance du fait qu'il y a un problème. Donc je vais l'arrêter, cette ligne de production. Je ne vais pas faire exprès d'appuyer sur le bouton rouge pour arrêter. Je veux faire gagner de l'argent à l'entreprise, en évitant de produire des trucs mauvais. Vous avez déjà vu, vous, des développeurs dire « Non, on arrête de programmer, hein, ça va pas, là, la qualité ». Moi, jamais. Et pourtant, on délivre des trucs de mauvaise qualité très régulièrement en informatique. C'est même une caractéristique... c'est très reproductif pour nous. On y arrive bien. La deuxième chose, l'agilité, pour moi, c'est livrer régulièrement quelque chose. Quand on fait du safe, déjà le fait de me dire on livrera quelque chose d'intégré tous les 3 mois. Alors je sais qu'il y a des gens en safe qui disent non mais on peut intégrer plus souvent si on a envie, etc. Enfin globalement, le PI, c'est quand même tous les 3 mois. Et l'IP, qui est censé être l'intégration process, qui se fait sur la dernière itération, il se fait à la dernière. Donc en gros, j'intègre tous les 3 mois. Moi je trouve que c'est déjà trop long, 3 mois. Même pour des systèmes complexes,
On pourrait très bien faire évoluer beaucoup plus rapidement notre système. On dit quand même que entre l'idée et sa réalisation, actuellement sur le marché, c'est 3 mois maximum. Parce qu'au-delà de 3 mois, je me suis fait piquer mon idée. Donc globalement, il faut que votre framework d'agilité à l'échelle, celui que vous allez construire en utilisant potentiellement des bouts des 4 que je vous ai montrés, et puis d'autres que vous allez imaginer, il faut faire en sorte de pouvoir livrer fréquemment. C'est pour ça que j'aime bien Less. Less, on livre tous les mois. Et moi, en tant que PO, j'ai envie de livrer régulièrement de la valeur. Je dois pouvoir le faire. Ce qui veut dire aussi qu'il faut utiliser la boucle de feedback la plus petite possible. Parce que en safe, je reviens à safe, je suis désolé, c'est un petit peu du safe bashing, mais en safe, généralement, avant de faire vos features, vous avez déjà pendant 3 mois fait les feature études pour étudier la feature que vous allez faire. Puis vous faites la feature, donc là il y a 6 mois, puis vous livrez et il y a la recette, 2 mois encore. On n'est plus agile. On l'est plus du tout. Donc en tant que PO, le feedback, je ne l'ai pas en fait. Je l'ai dans 8 mois. Mon boulot de PO, il s'en trouve contraint fortement. Ça devient gênant. Et puis, on va essayer aussi de limiter la bureaucratie, parce que le problème de tous ces frameworks d'agilité à l'échelle, c'est qu'on commence à faire des réunions de synchro. Alors on va faire des PO synchro, on va mettre tous les PO dans la salle et puis ils vont dire aux PM ce qu'ils ont fait. Puis des BO synchro, donc le business owner, il va avoir tous les PM qui vont lui dire ce qu'ils ont fait. Puis des portfolios synchro. Alors là, on va synchroniser tous les BO entre eux pour essayer de comprendre ce qu'ils sont, et les epic owners pour essayer de comprendre ce qu'ils vont faire. Et puis on fait tout l'autre dans l'autre sens, pour s'amuser, parce que c'est plus rigolo. Ça commence à faire beaucoup de bureaucratie et de comitologie pour faire accepter les choses. Moi, en tant que PO, si je dois attendre que ça passe là-dedans, globalement, ça peut prendre du temps. Sachant que certaines réunions n'ont lieu que tous les mois. Donc ça veut dire que quand moi j'ai mis un besoin, j'aurai ma réponse dans 2 mois. C'est très long. C'est très 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 long. Donc la bureaucratie, alors je vous ai trouvé minimum viable bureaucratie, c'est pas de moi du tout. C'est des mouvements qui visent à tailler dans le gras de toute la bureaucratie qui sert à rien. Et puis surtout faire confiance au collectif. Le but du jeu, je pense, à la fin, c'est d'essayer de faire un réseau adaptatif. Parce que globalement, l'adaptation, c'est ce qui permet le mieux de passer toutes les crises. Et on voit que quand on commence à fixer dans l'agilité à l'échelle des règles, par chaîne de valeur, des répartitions, ça commence à devenir extrêmement compliqué. C'est la blague. Ça devient extrêmement compliqué. Quand tu commences à dire, tel PM, il va parler qu'à tel ensemble de PO. Et puis en fait, arrive un besoin qui n'est pas du tout sur le schéma que vous avez prévu, puis tout pète, et puis alors les gens, ils n'arrivent plus à savoir, mais alors à qui je dois faire les réunions, etc. etc. Dans l'ES, on retrouve un petit peu ce même problème aussi, c'est-à-dire qu'on a un truc qui est assez figé par ARA Product Owner, mais quand j'ai des besoins qui sont sur plusieurs ARA, comment je fais? Je fais 2 US, je les synchronise, je les lis, ah oui mais les gens sont plus liés, etc. On commence à avoir aussi ce genre de problème. Donc je pense sincèrement que à un moment donné, il faut se dire que mon réseau il doit être adaptatif. Et c'est très certainement quelque chose d'un peu matriciel qui doit en sortir. Alors je n'irai pas jusqu'à la Spotify, parce que à mon avis, c'est de pousser beaucoup trop loin, et même eux, ils en sont revenus. Mais la notion de communauté, de pratique. Je suis PO de quelque chose, il y a un PO à côté de moi, qui a un logiciel qui est dépendant de moi. On va peut-être se faire des ateliers communs régulièrement sur comment on écrit nos US, et puis peut-être qu'un jour, j'irai l'aider. Parce que moi, j'ai un petit peu moins de boulot, lui, il en a un petit peu plus. Ce sont des choses qui sont un peu connexes dans la chaîne de valeur. Je peux y aller, en fait, peut-être. Voilà. Donc, à un moment donné, je crois sincèrement que le framework que vous devez mettre en œuvre, c'est quelque chose qui va s'adapter au fil du temps. Et avoir une représentation. Typiquement, nous, alors, on ne fait pas du safe pur, pour plein de raisons, et je pense que vous l'avez compris quand j'en parle. On a matché en fait plein de trucs. Alors on fait un peu de safe, on fait un peu de less, on a pris des petits bouts de Spotify. Et on montre en fait en permanence quel est l'état de notre réseau de connaissances entre les PO, les PM qu'on a pu mettre, etc. Pour que les gens sachent qui est en train de faire quoi et qui parle à qui à tel moment. Et en fait, on le met à jour en permanence. Donc il est en libre service. Et ce réseau, on le montre. Alors ça, c'est le slide qui fait mal au crâne. Le développement applicatif, on a longtemps cru que c'était quelque chose d'atomiste. Quand on faisait du cycle en V, en fait, c'était de l'atomisme. C'est-à-dire qu'on prend un gros truc et puis on le découpe en tout petits trucs, et puis quand on aura fait tous les tout petits trucs et qu'on les aura mis entre eux, ça fera le gros truc. Et puis en fait, c'est pas du tout ça.
Or, le framework d'agilité à l'échelle, Safe, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que Safe, je prends des épiques, je les découpe en features, enfin je prends des thèmes, je les découpe en épiques, je les découpe en features, que je découpe en US, que je découpe en tâches. Et quand j'aurai fait toutes les tâches, ça fera mon US, et quand j'ai fait toutes les US, ça fera ma feature, etc. Donc il y a un petit côté atomiste qu'on trouve assez souvent dans Safe, mais l'agilité, c'est pas ça en fait. L'agilité, c'est plutôt une approche holistique qui se dit que en gros, quand j'aurai fait toutes mes parties et que je vais les assembler, ben, le truc que j'obtiens, ça sera encore plus que ce que j'avais prévu. Parce que j'aurais rajouté des trucs dedans, et puis je les aurais fait interagir de manière complètement différente. Et ça, il faut que votre framework le permette. La fameuse remontée dans Safe là, qui manque. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, j'ai découvert un truc, je l'ai développé, et puis je l'ai renvoyé dans le système, et le système, en fait, il est encore plus riche que ce qui était prévu à l'origine. Donc l'approche holistique, c'est un concept qui est important en agilité et on l'oublie. On déconstruit les choses pour les rendre plus petits, on les crée en espérant obtenir exactement ce qu'on a voulu. Mais c'est pas ça du tout. On veut plus. Donc en tant que PO, il faut vouloir plus. Il faut que le framework que vous mettiez en œuvre, il vous le permette. Donc c'est-à-dire que ces boucles de feedback du PO vers les gens qui sont en train de gérer la vision, il faut qu'elles soient importantes, qu'elle soit massive, que les gens soient en capacité de dire oui, moi sur mon truc, eh ben, je l'ai fait comme ça et c'est vachement mieux. Et que les gens au-dessus soient capables de le récupérer et se dire ah, c'est génial, ben, notre système il est encore beaucoup plus riche. C'est pas facile, hein. Quand vous êtes sur des environnements contraints avec des trucs, avec des gens qui vous disent non, mais niveau sécurité, et puis prédiction, et puis les lois, machin et tout, ça devient hyper compliqué. Le PO doit être un décideur indépendant et éclairé. Votre framework d'agilité à l'échelle doit vous permettre d'être indépendant et éclairé. Indépendant des pressions et du système qui est autour de lui. Je dois pouvoir prendre des décisions même si elles ne sont pas en accord avec les gens qui sont autour de moi. Tout comme, en tant que développeur, je n'ai pas envie qu'on m'impose l'architecture sur laquelle je suis en train de bosser, partie prenante, Scrum, hein. L'architecte est partie prenante, je l'écoute, mais je ne suis pas obligé de faire ce qu'il dit. Ben là, c'est pareil en tant que PO. Les gens qui sont au-dessus de moi, ils ont des visions, ils me les transmettent, mais je ne suis pas obligé de les écouter, normalement. Et éclairer, je ne suis pas dans mon coin. C'est-à-dire que le système d'agilité à l'échelle qui est mis en place, qui est souvent énorme, son but premier, c'est d'éclairer les PO sur le fait de prendre de bonnes décisions, connaître la valeur de ce qu'ils développent, être en capacité de comprendre en quoi la chaîne de valeur elle a besoin de ça, et elle en a besoin maintenant ou plus tard. Pouvoir prendre des décisions. Toute l'agilité à l'échelle, elle ne devrait servir qu'à ça, à faire en sorte que le PO prenne de bonnes décisions. Et puis surtout, je ne suis pas un manager quand je suis PO. C'est quoi ce truc de nommer des chefs de projet PO? Alors quand vous regardez les organigrammes, c'est vachement marrant. Alors les BO, c'est les chefs de division. Les PM, c'est les directeurs de projet. Les PO, c'est les chefs de projet. Et puis bon, on a nommé un Scrum Master. Regarde Maxime, c'est génial. On a juste fait du rebadging. Ça sert à rien. Le PO, c'est pas un chef d'équipe. C'est un équipier. Il fait partie de l'équipe Scrum. Il a son poids sur l'équipe en termes de besoins, mais pas en termes techniques, par exemple. C'est pas un chef. Il va gérer le besoin. Il ne gère pas le cadre organisationnel. Quand on fait de l'agilité à l'échelle, tu sais, vous avez un RTE qui va gérer votre cadre organisationnel, par exemple. Vous avez un Scrum Master. Vous avez des managers. Et puis, dans l'autre sens, le décideur, c'est pas le manager. Il faut arrêter avec des chefs qui rentrent dans le bureau et qui disent au PO, non mais maintenant on va faire ça. Ça marche pas non plus. Ça casse les élans des équipes, ça casse les backlogs, parce qu'on voit les gens qui se mettent à courir dans tous les sens en disant le backlog il n'a plus le même sens. Et vous imaginez, le backlog a plus le même sens, donc ça veut dire tous les impacts qui remontent dans toute l'agilité à l'échelle. Là généralement ça vous met la grouille partout, c'est pas possible. Il faut donner de la liberté au PO. Moi j'en suis persuadé. Bon, c'est mon côté un peu revendicatif, mais il faut lui donner de la liberté parce que s'il n'a pas de liberté, il ne pourra pas réunir les injonctions contradictoires. Si vous faites
un framework d'agilité à l'échelle, safe, less, ce que vous voulez, qui est beaucoup trop rigide pour le PO, à un moment donné, l'un des alignements qu'on va lui demander, il ne pourra pas le réaliser. Il n'est pas magicien. En gros, si vous lui dites, si vous le forcez à faire toute la vision, mais que vous ne l'alignez pas sur les utilisateurs, votre logiciel ne sera pas déployé parce que les utilisateurs, ils n'auront pas envie. S'il est trop centré sur l'utilisateur, trop user-centric, mais qu'il ne fait pas assez de la vision, bah, globalement, à un moment donné, vous n'allez plus avoir de sous. Vous allez faire un beau logiciel, mais il ne sera peut-être pas utilisable dans la stratégie de l'entreprise. Ça ne marchera pas. Pareil, s'il n'est pas concentré sur la prod, bah, votre logiciel il est peut-être beau, il est peut-être correspond, mais par contre, au bout d'un moment, il sera complètement buggé et plus utilisable non plus. Donc, à un moment donné, il va falloir se dire, il faut que mon PO il ait des marges de manœuvre. Le fameux slack time. Bah là, c'est lâchons la grappe au PO, en fait. Qu'il ait un peu de temps pour lui. À un moment donné, dans l'agilité à l'échelle qu'on avait fait, alors c'est plus le cas maintenant, pour plein de raisons, mais on avait décidé, par exemple, qu'un PO, il y avait 80% de son activité qui venait du PI planning et 20% qui était à sa main. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait vraiment ce qu'il voulait avec ses 20%. C'était le budget, on lui donnait et vas-y, fais-toi plaisir sur le projet. Tu as des problèmes, enfin, tu as des envies. Bon, pourquoi on parle de problème? Tu as des envies, ben go, mets-les en œuvre. Il faut aussi lui lâcher la grappe pour qu'il puisse être beaucoup plus réactif. On l'a déjà dit, mais à partir du moment où vous avez un chemin du besoin qui est très très long, bah, le temps de réactivité du PO devient de plus en plus long. Et vous perdez en fait tous les gains que vous aviez mis dans l'agilité. Parce que l'agilité, bon, il y a la qualité, mais il y a aussi la réactivité. S'il faut 3 PI pour délivrer de la valeur à 12 PO, au bout d'un moment, ça devient vite compliqué de livrer des choses. Hein. On se remet à livrer tous les ans. Nos utilisateurs ne le veulent pas, et généralement, les managers de haut niveau ne le veulent pas non plus. Donc, on s'est trompé de framework. Et surtout, on va parler aussi motivation, parce que, mine de rien, quand je suis PO et que ça m'arrive tout cuit ce que je dois faire et que j'ai juste à découper, bah, la motivation à être PO, elle devient moins intéressante. Product Owner, c'est un rôle super intéressant. On est aux manettes du produit, on va chercher le besoin, on fait du feedback, on regarde ce que les équipes elles font, on les aide à développer, c'est super intéressant. Si ça devient juste, tu prends la feature et tu la découpes en 3, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a aucun intérêt. Donc le but du framework, c'est aussi de faire en sorte que cette personne elle ait une place, qu'elle apporte une plus-value. Si le PO devient un exécutant lambda, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, je vais revenir à ce que je disais avec David Marquet, c'est la même chose, c'est la puissance de la vision. Il dit give intent, donner l'intention. Voilà. Il faut que les PO ils soient en capacité de recevoir des intentions et que derrière, ils puissent prendre des décisions qui sont liées à ces intentions et pas des commandements. Ça va le faire. Casser les chaînes hiérarchiques, je vais pas aller longtemps parce que même Safe le dit. Une des erreurs classiques des gens qui implémentent Safe, c'est on prend la hiérarchie Safe et on plaque la hiérarchie de l'entreprise. Allez, c'est bon, vas-y, c'est parti. Même Safe le dit, hein, c'est une mauvaise idée. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des ordres, des cascades d'ordres qui vont arriver dans votre agilité à l'échelle. Et le PO, comme il est tout en bas, ben, il fait oui. Ça ne marche pas. Donc globalement, il faut complètement décorréler la hiérarchie de l'entreprise avec la hiérarchie de votre agilité à l'échelle. Ça n'a pas de lien. Potentiellement, tout le monde est au même niveau. Et on travaille tous sur des axes différents, des temporalités différentes, des granularités différentes. Moi, j'insiste beaucoup. On peut être plusieurs personnes à travailler sur du besoin dans l'agilité à l'échelle, ça peut se comprendre. Mais il faut parler en termes de granularité, temporalité. Et le PO, c'est la granularité, la temporalité la plus fine du besoin. Un des bons indicateurs, c'est le chemin du besoin. Quand il est trop compliqué, c'est que vous avez un problème. Donc si vous analysez l'agilité à l'échelle que vous faites, ben regardez simplement la chaîne du besoin que vous avez. Si cette chaîne du besoin elle est très très longue, qu'elle est découpée, qu'elle est très transformée, ben c'est comme la nourriture, hein, c'est pas bon.
Donc le but du jeu, c'est de se dire, un des bons indicateurs, par exemple, c'est le taux de transformation. Voilà, on peut le mesurer, le taux de transformation, et essayer de voir un petit peu quelles sont toutes les étapes qui ont permis de transformer. Quand il y a beaucoup trop d'acteurs qui sont impliqués, ça devient n'importe quoi. C'est plus compréhensible déjà par les gens, et puis ce qui arrive au niveau du PO, c'est complètement désincarné la plupart du temps. Donc c'est pas le but. On cherche à donner du sens par cette agilité à l'échelle. Si le découpage désincarne le sens, ça n'a plus de sens. Créer un environnement propice à la prise d'initiative. On en arrive un peu à ma conclusion. Ne choisissez pas un framework d'agilité à l'échelle parce qu'il est à la mode. Ça, c'est le truc. Tout le monde choisit Safe. La mode aurait pu être Less ou Nexus, c'est pareil. C'est comme l'agilité. Un framework, c'est une boîte à outils. On peut piocher des trucs dedans qui nous servent, et puis il y en a d'autres qui ne nous servent pas. Vous n'utilisez pas tous les outils de votre boîte à outils en permanence. Bah, c'est pareil là. Le framework, c'est exactement ça. On choisit un framework parce qu'il correspond à ce qu'on a besoin de faire à ce moment. Et potentiellement, on va en changer. Comme on change de méthode agile. Des fois, on fait du Scrum et puis on se met à faire du Kanban parce que l'équipe en a besoin actuellement. Puis on va faire du Extreme Programming, puis on va revenir. Puis on va mixer tout ça, on va faire du Scrum. Bah, c'est pareil pour les frameworks d'agilité à l'échelle. C'est exactement la même chose qui se passe. Et surtout, en tant que PO, il ne faut pas vous laisser vous enfermer dans ce rôle d'exécutant. Parce qu'effectivement, c'est un rôle qui est facile. On parlait beaucoup de changement ce matin. Bah là, le changement, c'est je bouge pas et je découpe des US. Enfin, je découpe des features en US. C'est facile, mais c'est pas très nourrissant. Donc je pense qu'il faut aller plus loin, il faut vouloir être un acteur. Les frameworks qui sont présentés, que je vous ai présentés, ils ont tous des forces et des faiblesses, mais globalement, il faut que le PO il s'exprime pleinement à l'intérieur et qu'il réclame ce droit à s'exprimer. Il faut aussi qu'il soit très transparent. La transparence, c'est quelque chose qui est important en agilité. Et le PO, les décisions qu'il va prendre, il faut qu'il les rende transparentes. Il ne faut pas que le système autour de lui les découvre. Sinon, effectivement, on a un problème. Éliminer la bureaucratie, je l'ai dit, la bureaucratie, au bout d'un moment, c'est quelque chose, c'est les réunions que vous faites en permanence. Donc il y a des ateliers de value stream mapping, par exemple, où moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que j'analyse les agendas des gens. Et puis on essaie de discuter sur qu'est-ce qui apporte de la valeur ou pas pour eux. Et on se rend compte qu'on peut éliminer pas mal de choses en fait. Il y a le terme comitologie qui me fait doucement rigoler. Ça vient d'une mission en fait où la première chose qu'on m'a dit c'est Maxime, il faut que tu comprennes comment les décisions sont prises. Et ça a un nom chez nous, ça s'appelle la comitologie. Ah bon? Et en fait les gens, ils avaient des processus de réunion pour pouvoir faire accepter les trucs. Ça c'est complètement délirant en fait. Il faut surtout pas faire ça. Il faut pouvoir prendre ses décisions soi-même. Donner le droit à l'erreur, bien sûr, et créer des liens de coopération à tous les niveaux. Cette notion de communauté. Et je vais en arriver à ma conclusion. Je pense qu'on ne sera pas proche de la fin. Oui. Pour moi, l'agilité à l'échelle, c'est un besoin de l'entreprise. Et c'est important. C'est important parce qu'effectivement, on travaille de plus en plus sur des systèmes complexes. Et quand on lit le Scrum Guide, il y a plein de gens qui disent bah, ça ne s'applique pas chez moi parce que je ne suis pas développeur logiciel, parce que moi c'est beaucoup plus gros, parce que c'est beaucoup plus complexe. L'agilité à l'échelle, son but, c'est d'apporter une réponse à ça. Le problème, c'est qu'en essayant d'apporter une réponse, on a créé plein de rôles, plein de chemins du besoin, plein de choses qui font qu'un des acteurs principaux de l'agilité, qui est cet acteur proche du terrain et qui est la granularité la plus fine du chemin du besoin, le PO, on l'a perdu en fait. Et on en a fait un simple exécutant. Et le but du jeu, ça serait sûrement de remixer en fait tous ces frameworks à votre sauce, en gardant à l'esprit que le PO, c'est la personne qui doit prendre les décisions. C'est l'acteur le plus important dans le chemin du besoin. C'est pas tout le truc qu'on a empilé au-dessus. Je suis à 40 secondes. Bah ouais. Je vous remercie de votre attention. Le petit rôti par là-bas. Ce fut un plaisir. Si vous avez quelques questions, on peut en prendre une ou deux? C'est possible ou j'ai été trop long? Une petite, allez. Sans micro. Vas-y, fort. Je l'ai. Ouais. Oui.
C'est en fait toute la question. Ouais. Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Moi, alors pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que le PO, enfin l'équipe nécessite d'avoir un PO et que cette notion de composant qu'on est en train de développer, c'est quand même une notion forte pour les développeurs. C'est pour ça qu'on fait une équipe autour. La notion de PM, la notion de produit, en fait, pour le coup, enfin, je suis en plein dedans puisqu'on est en train de s'interroger. Nous, la notion de produit, c'est quelque chose qui est très transverse aux composants. Et effectivement, le PM peut avoir un intérêt, mais des fois, en fait, il est très hors sol par rapport aux utilisateurs. Il est beaucoup plus lié aux chaînes de valeur de l'entreprise, par exemple. Nous, les PM qu'on a sont des PM qui sont trans-applicatifs. Et franchement, les utilisateurs, pour eux, il y en a tellement que c'est pas la peine. Ouais, mais ce sont des features qui sont trans-applicatifs. C'est comme ça. Mais oui, on voit que Safe, les implémentations peuvent être très différentes. Une question ou c'est bon? Oui. Hmm. Hmm. Alors tu l'as dans les autres parce que dans l'S, en fait, tu n'as qu'un seul PO, donc l'alignement se fait naturellement. C'est lui qui va être garant de cet alignement et en fait, de nourrir les backlogs des gens qui sont en dessous de lui. Tu vas le retrouver aussi dans le Scrum at Scale avec le gros groupe du milieu qui est en fait chargé de faire diffuser en fait cette vision. Mais effectivement, l'alignement, il est intéressant. Euh, le seul problème que moi ça me pose, c'est un problème de castration vis-à-vis du PO en fait. C'est à la fin, est-ce que moi je peux sortir ou pas de cet alignement pour faire quelque chose qui est vraiment nécessaire et que moi j'observe. Et en fait, le problème, c'est le feedback, la montée en fait du besoin qui a lieu très rarement. Et ils le disent hein, dans sa fille, ils disent, il faudrait qu'elle ait lieu. Le problème, c'est que quand tu l'observes sur le terrain, elle n'a pas lieu. Et je pense que le problème de hiérarchie y est pour beaucoup, ça c'est clair. Mais il y a aussi l'autolimitation et puis des manques de vision ou d'alignement des visions, etc. etc. Mais oui, c'est intéressant, mais c'est vraiment très très castrateur pour le PO, je trouve. Enfin, c'est ce qu'on observe. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour votre feedback et ça m'a fait très plaisir. Merci.